Le geste d'un écolier français a bouleversé le monde entier. Personne ne s'attendait à ce qu'une scène aussi simple, presque invisible aux yeux de ceux qui vivent là depuis toujours, devienne un symbole international de gentillesse, de dignité et de solidarité. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit dans un petit village de Normandie, au cœur du Calvados, là où les vergers de pommiers s'étendent comme des vagues vertes jusqu'à l'horizon, là où l'odeur du cidre. Des tartes aux pommes et de la terre humide accompagnent chaque automne comme une vieille chanson familiale. Ce village s'appelait Saint-Aubin-sur-Orne. Ce n'était pas Paris. Ce n'était pas Lyon. Ce n'était pas Marseille. C'était l'un de ces endroits que les touristes étrangers traversent parfois sans vraiment regarder, persuadés que la France ne se résume qu'à la Tour Eiffel, au café de Saint-Germain et aux boutiques de luxe des Champs-Élysées. Mais ce jour-là, c'est justement dans ce coin modeste, rural, presque oublié des caméras internationales, que le monde allait découvrir une autre France. Une France silencieuse, chaleureuse, pudique. Une France qui ne cherche pas à se vendre, qui ne crie pas sa grandeur, mais qui la montre dans les détails les plus simples. Chaque mois de septembre, Saint-Aubin-sur-Orne organisait depuis plus de 70 ans sa grande fête de la pomme et du cidre. Les rues du village se remplissaient de stands de tartes normandes, de jus de pomme artisanales, de cidre bouché, de confitures maison, de vieux tracteurs décorés, de concours de tartes, de danses folkloriques, de chorales locales et d'ateliers pour les enfants, qui pouvaient apprendre à presser les pommes comme le faisaient leurs grands-parents. Pour les habitants, ce n'était pas seulement une fête. C'était une mémoire vivante. Une manière de dire que, même dans un monde obsédé par la vitesse, les écrans et les grandes métropoles, il existait encore des endroits où la récolte d'un fruit pouvait rassembler toute une communauté. Dans ce village vivaient Mathieu et Claire Legrand. La famille de Mathieu exploitait depuis plusieurs générations une ferme de pommiers à quelques kilomètres du centre. Tout le monde connaissait les Legrand. Leur cidre était servi dans les restaurants des environs, leurs pommes étaient vendues au marché de Caen, et leur nom apparaissait chaque année parmi les organisateurs les plus anciens de la fête. Mathieu aurait dû reprendre naturellement l'exploitation familiale. C'était presque écrit d'avance. Mais la vie, comme souvent, avait brisé le scénario que tout le monde croyait évident. Quelques années plus tôt, Claire avait été victime d'un accident de voiture alors qu'elle était encore étudiante à Rennes. L'accident lui avait gravement blessé la jambe droite. Les médecins avaient sauvé sa mobilité, mais au prix d'une longue rééducation. Pendant des mois, elle avait vécu en fauteuil roulant, puis avec des béquilles, puis avec une douleur permanente qu'elle essayait de cacher derrière un sourire discret. À l'époque, Mathieu et Claire parlaient déjà de mariage. Après l'accident, Claire avait douté de tout. Elle se demandait si elle avait encore le droit de rêver d'une vie normale. Elle répétait souvent, les larmes aux yeux. « Avec cette jambe, je ne pourrai jamais travailler dans les vergers avec ta famille. Je serai un poids pour toi. » Mais Mathieu n'avait jamais raisonné ainsi. Sans grand discours, sans phrase héroïque, il avait choisi de prendre un emploi dans un magasin d'ameublement à Caen, mettant à distance l'exploitation familiale pour que Claire ne se sente jamais coupable. Ses parents, Jean et Monique, avaient accepté cette décision avec une tendresse rare. Ils n'avaient pas fait pression. Ils n'avaient pas reproché à leur fils de s'éloigner de la ferme. Ils avaient simplement dit « L'important, c'est que vous construisiez votre vie à votre rythme. La terre peut attendre. Les êtres humains, non. » Claire n'avait jamais oublié ces mots. C'est pour cette raison qu'elle s'était battue. Chaque séance de kinésithérapie, chaque pas douloureux, chaque matin où elle aurait voulu abandonner, elle pensait à Mathieu, à ses beaux-parents, au verger, à cette vie qui semblait l'attendre patiemment derrière la douleur. Année après année, grâce à un courage que personne ne voyait vraiment, elle avait retrouvé une partie de sa mobilité. Elle pouvait désormais marcher seule avec une canne. Pas vite, pas longtemps, mais elle marchait. Un soir d'automne, alors que la lumière dorée glissait sur les rideaux du salon, Claire regarda Mathieu et dit doucement « Je veux qu'on reprenne la ferme. Ensemble. Je ne pourrai peut-être pas monter sur une échelle ou porter des caisses de pommes, mais je peux m'occuper de l'accueil, des commandes, des visiteurs, des ventes en ligne. Je veux faire partie de cette histoire. » Mathieu resta silencieux un instant. Puis il lui prit la main. « Tu en es sûr ?» Claire hocha la tête. « Oui. Je ne veux plus que ma jambe décide de ma vie à ma place. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Pourtant, avant de reprendre officiellement la ferme familiale, un événement inattendu allait tout bouleverser. Quelques semaines plus tard, Mathieu et Claire regardaient à la télévision une émission documentaire internationale qu'ils suivaient depuis des années. Le programme présentait des traditions peu connues à travers le monde, des fêtes populaires, des coutumes locales, des gestes ordinaires qui révélaient l'âme d'un pays. Ce soir-là, l'émission rediffusait un reportage consacré à la France rurale. Mais pas la France des cartes postales. Pas la France des monuments célèbres. La France des processions de village, des bannières anciennes, des confréries, des repas partagés, des cloches d'église, des chemins boueux et des habitants qui se saluent par leur prénom. Le reportage montrait une tradition normande liée à la fête de la pomme et à une ancienne marche de bénédiction des vergers. Chaque année, des habitants partaient à pied depuis plusieurs villages, portant une statue ancienne de Sainte-Anne, patronne protectrice de nombreuses familles rurales, jusqu'à la chapelle d'un hameau voisin.
Le trajet n'était pas immense comme les pèlerinages mondialement célèbres, mais il était assez long et assez symbolique pour représenter un effort collectif. Les anciens expliquaient que, jadis, les habitants priaient pour protéger les récoltes des tempêtes, des maladies des arbres, des gelées tardives et de la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup ne le vivaient plus seulement comme un acte religieux, mais comme une marche de mémoire. Une manière de remercier la terre, de saluer les générations passées et de rappeler que les villages survivent seulement lorsque les gens se soutiennent. À l'écran, un reporter britannique, James Walker, avait tenté de suivre la procession. Au début, il plaisantait, convaincu que cette marche serait une simple promenade champêtre. Mais quelques heures plus tard, on le voyait transpirer, essoufflé, surpris par la détermination des habitants âgés qui avançaient sans se plaindre. Ce qui avait marqué Claire, ce n'était pas seulement la procession. C'était la beauté du paysage. L'allée normande, les pommiers chargés de fruits, les maisons en pierre, les enfants courant derrière les musiciens, les femmes âgées distribuant de l'eau aux marcheurs, les bénévoles qui aidaient les personnes fatiguées à s'asseoir sur des bancs installés devant les maisons. Claire avait murmuré. Quand j'ai vu ce reportage pour la première fois, j'étais encore en fauteuil. Je me souviens avoir pensé que je ne pourrais jamais marcher dans un endroit pareil. Matteo la regarda longamente. Ses yeux brillèrent d'une idée soudaine. Et si on y allait? Claire se tourna vers lui, surprise. À la procession, maintenant, on a le déménagement à préparer, la reprise de la ferme, les récoltes qui arrivent. Mathieu secoua la tête. Jasmine. Après, on n'aura plus le temps. Tu as tellement travaillé pour remarcher. Je veux que tu vois ce paysage avec tes propres yeux. Pas à travers un écran. Je veux qu'on marche là-bas ensemble, même si ce n'est que quelques mètres. Claire resta silencieuse. Dans ses yeux se mêlait la peur, la fatigue, l'émotion et une petite lumière qu'elle n'osait plus appeler espoir. Finalement, elle sourit. Alors allons-y. Allons voir cette France dont tout le monde parle si peu. Le matin du départ, Mathieu et Claire quittèrent leur maison avec une nervosité presque enfantine. Ce n'était pas un voyage à l'autre bout du monde, mais pour Claire, c'était tout de même une expédition. Elle devait gérer sa douleur, ses limites, les trajets, les escaliers, les imprévus. Ils prirent d'abord le train jusqu'à Paris, puis un autre en direction de Caen, avant de rejoindre en correspondance la petite gare la plus proche du village où se déroulait la procession. Dès leur arrivée à la gare parisienne, Claire fut frappée par un détail que beaucoup de Français ne remarquaient plus. Les agents, les panneaux, les rampes, les ascenseurs, les annonces. Tout n'était pas parfait, bien sûr. La France avait ses lenteurs, ses contradictions, ses grèves, ses guichets fermés au mauvais moment. Mais ce jour-là, ce qui allait la bouleverser ne serait pas la perfection d'un système. Ce serait l'humanité de ceux qui l'habitaient. Alors qu'ils cherchaient leur quai avec 2 valises et une canne, un agent SNCF s'approcha d'eux. « Bonjour madame, vous avez besoin d'aide pour la correspondance. » Claire répondit avec un peu de gêne. « Oui, peut-être je marche lentement. Nous devons prendre le train pour Caen. » L'agent sourit. « Aucun souci. Je vous accompagne jusqu'au quai. Et je préviens mes collègues à l'arrivée pour qu'ils soient là quand vous descendrez. » Mathieu et Claire échangèrent un regard étonné. « Vous pouvez vraiment faire ça? » « Bien sûr. Vous n'êtes pas seul dans une gare. » Cette phrase, simple, presque banale, resta gravée dans l'esprit de Claire. Vous n'êtes pas seul dans une gare. Dans beaucoup de pays, les voyageurs en difficulté doivent se battre pour être vus. Ils doivent justifier leur fatigue, expliquer leur handicap, demander 3 fois la même chose, s'excuser d'exister. Mais ici, ce jour-là, quelqu'un avait remarqué Claire avant même qu'elle ne demande quoi que ce soit. À l'arrivée à Caen, comme promis, une autre agente les attendait sur le quai. « Madame Legrand, Monsieur Legrand, je vais vous accompagner pour la correspondance régionale. Prenez votre temps. » Claire sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas une scène de film. Mais c'était précisément pour cela que c'était puissant. Dans cette coordination silencieuse entre inconnus, Claire découvrait quelque chose qui allait devenir le cœur de son voyage. La vraie élégance française n'était peut-être pas dans les vitrines de luxe, mais dans cette façon discrète de tendre la main sans attendre d'applaudissements. Matthew murmura. « Franchement, je ne m'attendais pas à ça. » Claire répondit. « Moi non plus. On parle toujours des Français comme froids, arrogants, pressés, mais là, ce que je vois, c'est autre chose. » Et voilà exactement le genre de phrase qui dérange. Parce qu'à l'étranger, il existe un cliché tenace. Les Français seraient désagréables, râleurs, fermés aux inconnus. Mais ceux qui prennent le temps de sortir des couloirs touristiques découvrent souvent une réalité plus complexe. Oui, les Français peuvent être directs. Oui, ils aiment critiquer. Oui, ils ne sourient pas toujours mécaniquement. Mais quand une situation devient humaine, vraiment humaine, beaucoup se révèlent d'une générosité inattendue. Le lendemain matin, Mathieu et Claire arrivèrent tôt au village où devait commencer la marche. Les rues étaient encore fraîches. Les volets s'ouvraient. Les bénévoles installaient les barrières, les tables, les paniers de pommes, les caisses de bouteilles de jus et les bancs pour les anciens. Devant l'église, une foule se formait déjà.
Des personnes âgées portaient des foulards traditionnels. Des enfants couraient avec des petits drapeaux normands. Des musiciens accordaient leurs instruments. Les membres d'une confrérie locale portaient des capes sombres brodées de pommes dorées. On aurait dit une scène sortie d'un autre siècle, mais vivante, pas figée, pas transformée en spectacle pour touristes. Claire serra le bras de Mathieu. Je n'arrive pas à croire qu'on soit vraiment ici. Quelques années plus tôt, elle regardait ce genre d'images depuis un fauteuil, persuadée qu'elles appartenaient à une vie qui n'était plus la sienne. Maintenant, elle était là, debout, avec sa canne, au milieu des habitants. Lorsque les cloches sonnèrent, le village entier sembla retenir son souffle. La statue de Sainte Anne, décorée de rubans, de fleurs et de petites branches de pommier, fut portée hors de l'église. Les marcheurs se mirent lentement en route. Les musiciens commencèrent à jouer. Les conversations s'adoucirent. Certains faisaient le signe de croix. D'autres regardaient simplement, émus, comme on regarde passer une mémoire collective. Matthew Chichota. On marche jusqu'où tu peux. Rien de plus. Claire acquiesca. Ils avancèrent. Au début, tout semblait possible. Le soleil était doux. Les paysages étaient magnifiques. Les pommiers formaient des tunnels de lumière. Les enfants riaient. Les habitants saluaient les marcheurs depuis leur portail. Des femmes offraient des verres d'eau. Des hommes âgés encourageaient Claire d'un signe de tête. Puis, après presque une heure de marche, la fatigue commença à monter. Claire sentit une douleur familière dans sa jambe droite. Une brûlure profonde, celle qu'elle connaissait trop bien. Elle ralentit. Son souffle devint plus court. Mathieu s'en aperçut immédiatement. Claire en esserite. Non, ça va encore un peu. Mais quelques pas plus loin, son visage se crispa. Elle dut s'asseoir au bord d'un chemin, près d'un petit talus couvert d'herbe. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Mathieu s'agenouilla devant elle. « Ne dis jamais ça. Tu as déjà fait beaucoup plus que tu ne l'imagines. » À ce moment-là, l'équipe de télévision de James Walker, qui tournait justement un nouveau documentaire sur la tradition normande, remarqua la scène. Le reporter s'approcha, inquiet. Ironie du destin. C'était le même journaliste dont le reportage avait donné envie à Claire de venir. « Vous allez bien ?» demanda-t-il en anglais, avant de se reprendre en français. Mathieu expliqua rapidement la situation. Claire avait besoin de repos, d'ombre et peut-être d'un peu de glace. C'est alors qu'une petite voix surgit derrière eux. « Madame, ça va ?» Claire se retourna. 4 garçons d'une dizaine d'années se tenaient là. Ils portaient des petits gilets de bénévoles trop grands pour eux. Leur visage était sérieux, presque solennel, comme si la détresse d'une inconnue était devenue leur responsabilité immédiate. Claire sourit malgré la douleur. « J'ai mal à la jambe, mais ça va aller. » Les enfants se regardèrent. L'un d'eux, un garçon aux cheveux châtains nommé Jules, fronça les sourcils avec une détermination étonnante. « Je vais chercher ma maman. Elle sait quoi faire. » Et il partit en courant. Les 3 autres restèrent auprès de Claire. L'un lui tendit une petite bouteille d'eau. Un autre posa son sac au sol pour qu'elle puisse surélever légèrement sa jambe. Le 3e, très timide, dit simplement « Faut pas rester au soleil, madame. » Ces mots auraient pu sembler ordinaires. Mais c'est souvent dans l'ordinaire que se cache ce qui bouleverse le plus. Quelques minutes plus tard, Jules revint avec sa mère, Élodie Martin, une femme d'une 40aine d'années, le visage ouvert et le regard franc. Elle comprit immédiatement la situation. « Vous ne pouvez pas rester ici. Notre maison est juste derrière la haie, à 5 minutes. Venez vous reposer. Il y a de l'ombre, de l'eau fraîche, et je dois avoir une poche de glace. » Claire hesita. Nous ne voulons pas déranger. Élodie répondit presque avec indignation. « Ranger, mais vous êtes en difficulté. On ne laisse pas quelqu'un comme ça au bord du chemin. » Cette phrase fit le tour du monde quelques semaines plus tard. On ne laisse pas quelqu'un comme ça au bord du chemin. Dans un monde où tant de gens passent devant la souffrance des autres en baissant les yeux, une mère française de village venait de résumer, en une phrase, ce que beaucoup avaient oublié. La civilisation commence exactement là où l'on refuse d'abandonner un inconnu. Avec l'aide de Mathieu et des enfants, Claire rejoignit lentement la maison d'Élodie. C'était une vieille bâtisse normande, avec des colombages, des volets bleus, un jardin rempli d'hortensias et une table en bois sous un auvent. L'équipe de télévision suivit, après avoir demandé l'autorisation de filmer. Élodie haussa les épaules en riant. « Ce n'est pas Versailles ici, mais si ça peut montrer que chez nous on sait encore accueillir les gens, filmez donc. » Sous l'auvent, Claire s'assit sur un coussin. Élodie lui apporta une serviette fraîche, de l'eau, un peu de glace enveloppée dans un torchon, puis une assiette de tarte aux pommes. Mangez un petit morceau. Chez nous, on soigne beaucoup de choses avec de la tarte. Tout le monde éclata de rire. Les enfants allaient et venaient, fiers de participer. Il apportait des verres, déplaçait des chaises, proposait des coussins, observait Claire avec une attention sincère. James Walker, le reporter, demanda à Élodie. « Tous ces enfants sont à vous ?» Elle rit. « Non, seulement Jules. Les autres sont ses copains d'école. Mais ici, les enfants du village,
c'est un peu les enfants de tout le monde. Mathieu resta silence. Cette phrase le toucha profondément. Dans les grandes villes, chacun protège son espace, son temps, son confort. Mais ici, dans ce village français, une personne blessée devenait naturellement l'affaire de tous. Pas par obligation. Pas pour la caméra. Pas pour une publication sur les réseaux sociaux. Simplement parce que cela semblait normal. Claire, les yeux humides, regarda Élodie. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi faites-vous tout cela? Élodie sembla presque surprise par la question. Parce que vous êtes là. Parce que vous avez mal. Et parce que demain, ça pourrait être moi. Le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quel discours politique. Dans cette maison normande, à l'écart de la procession, Claire venait de rencontrer une France que beaucoup d'étrangers ne voient jamais. Une France qui n'est pas parfaite, évidemment. Une France qui râle, qui débat, qui se divise, qui doute d'elle-même. Mais aussi une France capable d'une humanité immédiate, presque instinctive. Plus tard dans l'après-midi, alors que Claire allait mieux, Élodie fit une proposition inattendue. Puisque vous êtes venu pour la fête, vous ne pouvez pas repartir sans vivre la soirée jusqu'au bout. Demain soir, il y aura le grand feu d'artifice au bord de l'Orne. Et si vous voulez, ma mère a encore des costumes normands. Des vrais. On pourrait vous les faire essayer. Claire ouvrit de grands yeux. Des costumes traditionnels? Pour nous? Bien sûr. Vous êtes nos invités maintenant. Le lendemain soir, Mathieu et Claire revinrent chez Élodie. Les enfants les attendaient déjà devant le portail, excités comme s'ils accueillaient des célébrités. La mère d'Élodie, Madeleine, une vieille dame droite et élégante, sortit de la maison avec plusieurs vêtements soigneusement pliés. Il y avait une robe traditionnelle normande revisitée pour Claire, avec un corsage clair, une jupe longue bleu profond et un petit châle brodé. Pour Mathieu, Madeleine avait préparé une chemise blanche, un gilet sombre et un foulard rouge discret. « On ne va pas vous déguiser, » dit Madeleine avec sérieux. « On va vous habiller avec respect. Un costume traditionnel, ce n'est pas un accessoire. C'est une mémoire. » Cette remarque frappa l'équipe de télévision, car elle disait quelque chose d'essentiel. Dans beaucoup de pays, les traditions sont transformées en folklore vide pour divertir les touristes. Mais ici, on sentait que chaque détail avait une histoire. La manière de nouer un foulard. Le choix d'un tissu. Le geste de lisser une manche. Lorsque Claire se regarda dans le miroir, elle resta sans voix. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir porter quelque chose d'aussi beau. Jules et ses amis applaudirent. On dirait une dame de la fête. Claire éclata de rire, puis essuya une larme. Le soir, ils partirent tous ensemble vers la colline qui dominait la rivière. Les enfants affirmaient connaître le meilleur endroit pour regarder le feu d'artifice. Élodie arriva avec un grand panier rempli de spécialités. Galettes, fromage, tarte aux pommes, caramel au beurre salé, jus de pomme, cidre doux pour les adultes, et même une petite bouteille d'eau fraîche spécialement pour Claire. Comme ça, vous n'aurez pas à marcher jusqu'au stand, dit-elle simplement. Encore une fois, Claire fut bouleversée par cette attention. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était précisément ce qui rendait le geste immense. Lorsque la première fusée monta dans le ciel, tout le village se tut. Une explosion dorée illumina les visages. Puis une autre, rouge. Puis une pluie d'étincelles bleues se refléta dans l'eau sombre de l'Orne. Les enfants criaient de joie. Les anciens souriaient. Les musiciens, au loin, reprenaient un air populaire. Claire serra la main de Mathieu. On dirait un rêve. Matthew répondit doucement. Ce n'est pas un rêve. Tu as marché jusqu'ici. Tu n'as pas abandonné. C'est pour ça qu'on est là. Claire leva les yeux vers le ciel. Dans cette lumière mouvante, elle ne voyait plus seulement des feux d'artifice. Elle voyait toutes les années de douleur, les séances de rééducation, les matins de découragement, les peurs qu'elle n'avait jamais dites, et ce chemin parcouru jusqu'à cette colline française entourée d'inconnus devenus presque une famille. Elle murmura. « Je veux revenir l'année prochaine. Et cette fois, je veux marcher plus longtemps. Peut-être pas toute la procession. Mais plus loin qu'aujourd'hui. Je veux que ce soit mon objectif. » Mathieu la regarda, ému. « Alors on reviendra. » Le reportage fut diffusé plusieurs semaines plus tard dans plusieurs pays. Le titre choisi par la chaîne était provocateur. Ils pensaient connaître la France jusqu'à ce qu'un enfant de village leur montre la vérité. Les images firent immédiatement réagir. On y voyait Claire fatiguée au bord du chemin, Jules courant chercher sa mère. Élodie ouvrant sa maison sans hésiter. Les enfants apportant de l'eau et des coussins. Madeleine expliquant la valeur d'un costume traditionnel. Claire en tenue normande devant le feu d'artifice. Mathieu tenant sa main. Et cette phrase, répétée dans les commentaires du monde entier. On ne laisse pas quelqu'un comme ça au bord du chemin. Les réactions furent immenses. Des spectateurs britanniques écrivirent qu'ils n'avaient jamais vu cette facette de la France. Des Américains avouèrent qu'ils imaginaient les Français froids et distants, mais que cette histoire avait brisé leurs préjugés. Des Japonais, des Canadiens, des Italiens, des Espagnols, des Marocains, des Allemands commentèrent la même chose.
Ce reportage ne montrait pas seulement une fête locale. Il montrait un pays à travers un geste humain. Et en France, les réactions furent encore plus fortes. Certains internautes écrivirent: voilà la France qu'on oublie trop souvent de montrer. D'autres ajoutèrent: on parle toujours de nos problèmes, mais on oublie qu'il existe encore des villages où les gens se soutiennent. Bien sûr, comme toujours, il y eut des critiques. Certains dirent que le reportage idéalisait la France rurale. D'autres affirmèrent que tout cela était mis en scène. Mais ceux qui étaient présents ce jour-là savaient la vérité. Rien n'avait été prévu. Aucun enfant n'avait reçu de consigne. Aucune mère n'avait préparé son rôle. Aucune vieille dame n'avait joué pour la caméra. C'était justement cela qui rendait l'histoire si puissante. Après la diffusion, Claire reçut des centaines de messages. Des personnes handicapées, des malades, des accidentés, des gens en rééducation lui écrivirent pour lui dire qu'ils avaient retrouvé du courage en la voyant marcher, s'arrêter, pleurer, puis sourire à nouveau. Un message disait: je n'osais plus sortir depuis mon accident. En vous voyant accepter de l'aide sans honte, j'ai compris que je pouvais moi aussi recommencer. Un autre disait: ce n'est pas seulement la France qui m'a ému. C'est votre courage. Et la gentillesse de ses enfants. Claire répondit publiquement avec une simplicité bouleversante: je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement essayé d'avancer. Mais ce village m'a appris une chose: parfois, on croit que marcher signifie avancer seul. En réalité, on avance aussi grâce aux mains que les autres nous tendent. Après leur retour à Saint-Aubin-sur-Orne, Mathieu et Claire reprirent l'exploitation familiale. Claire s'occupa de l'accueil des visiteurs, des commandes, de la communication et de la petite boutique de produits fermiers. Elle afficha près du comptoir une photo du feu d'artifice normand, où l'on voyait Jules et ses amis autour d'elle. Les clients demandaient souvent: c'est vous, dans le reportage? Claire souriait: oui, mais les vrais héros, ce sont les enfants. L'année suivante, ils retournèrent à la procession. Cette fois, Claire marcha plus longtemps. Pas jusqu'au bout. Pas encore. Mais assez pour franchir l'endroit où elle avait dû s'arrêter l'année précédente. Lorsqu'elle arriva devant la maison d'Élodie, Jules, qui avait grandi de quelques centimètres, l'attendait avec ses amis. Cette année, vous avez été plus loin. Claire rit: oui, grâce à vous. Jules secoua la tête. Non. Grâce à vous aussi. Et peut-être que toute la leçon était là. La France n'a pas besoin d'être parfaite pour être admirable. Elle n'a pas besoin de cacher ses défauts, ses tensions, ses débats, ses contradictions. Mais dans un petit village normand, un jour de fête, un enfant a vu une femme souffrir et a couru chercher sa mère. Une mère a ouvert sa maison. Une grand-mère a partagé un costume. Des voisins ont offert de l'eau, de l'ombre, du temps et de la dignité. Ce n'était pas une grande déclaration nationale. Ce n'était pas un discours présidentiel. Ce n'était pas une campagne touristique. C'était mieux que cela. C'était un geste. Et parfois, un seul geste suffit à changer l'image d'un pays. Ce jour-là, des étrangers venus observer une tradition française ont découvert bien plus qu'une procession, des pommes, du cidre ou un feu d'artifice. Ils ont découvert une vérité que beaucoup avaient oubliée. La grandeur d'une nation ne se mesure pas seulement à ses monuments, à son économie ou à son histoire. Elle se mesure aussi à la manière dont ses enfants réagissent lorsqu'un inconnu tombe au bord du chemin. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire a touché le monde entier. Parce qu'au fond, chacun de nous espère vivre dans un pays où, lorsque la douleur nous oblige à nous arrêter, quelqu'un viendra simplement demander: Madame, ça va? Et où quelqu'un d'autre répondra, sans hésiter: on ne laisse pas quelqu'un comme ça au bord du chemin.